Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un moment que j'ai pas publié de contenu sur ma chaîne, par manque de temps, et là je dispose justement d'un peu de temps, donc je vais vous faire la lecture d'un article que j'ai écrit très récemment sur le meilleur des mondes d'Huxley, la célèbre dystopie, et c'est un article du coup que j'ai intitulé Le meilleur des mondes, utopie d'une hyperclasse, dystopie des inutiles. Donc qui fait le parallèle entre la société dystopique du roman et le monde actuel. Bon, c'est un texte assez long, donc j'espère que la lecture sera pas trop soporifique. Je vais essayer d'articuler, je vais m'appliquer. Et voilà, je me lance. Donc, le meilleur des mondes, utopie d'une hyperclasse, dystopie des inutiles. Donc la première partie, le meilleur des mondes d'Huxley. Dans son roman d'anticipation, Le meilleur des mondes, paru en 1932, Aldous Huxley projette une société dystopique où un gouvernement mondial et totalitaire contrôle tous les aspects de la société jusqu'à l'intimité profonde de ses sujets, par des moyens technologiques et scientifiques. L'histoire se déroule en l'an 632 après Ford, c'est-à-dire en l'an 2500 de notre ère. Le célèbre industriel, nouvelle icône et référence calendaire, remplace Jésus-Christ et le calendrier grégorien à la suite de ce qui s'apparente à une grande réinitialisation. Le nouvel ordre planétaire émerge après une certaine période de chaos où des guerres civiles, des révolutions, des conflits mondiaux, des crises économiques, sanitaires et environnementales finissent par provoquer l'effondrement des anciennes structures sociales et politiques. L'établissement d'un État mondial, fruit de grandes décisions collectives successives et outillé des prodigieuses avancées du progressisme, apporte alors une réponse radicale à la barbarie qu'a produit la dissolution du monde passé. Il offre à ses administrés le meilleur des mondes possibles. Un monde de paix où règne la stabilité sociale, où le conflit, la maladie, la pauvreté ont été éliminés. Un monde perfectionniste où chaque classe d'individus connaît son rôle, trouve sa place et peut performer dans un environnement pour lequel il est adéquatement préformé. Il est offert ici à chacun un cadre de vie où la quête du bonheur n'est pas négociable, où l'on s'attache à la satisfaction du désir immédiat, où la frustration et la souffrance sont abolies. Un monde idéal, un nouvel âge d'or, un paradis terrestre pourrait-on croire. Le roman d'Orwell résonne cependant comme un avertissement, car la volonté, aussi bonne soit-elle, d'une élite ayant les moyens de ses ambitions, d'une oligarchie dont la psyché est habitée par l'utopie, de mettre en place une société d'une telle fantaisie, devient nécessairement pour ceux qui auront à la subir une dystopie. Assurément, s'imaginer contrôler la nature et pouvoir atteindre artificiellement la perfection dans la réalité d'un monde imprévisible et imparfait par définition est une aberration. Le meilleur des mondes a un coût, celui de la déshumanisation. Dans la société dystopique romancée par l'auteur, le gouvernement s'efforce d'effacer les traces du passé et de réécrire l'histoire. Les individus sont instruits selon un nouveau récit, un nouveau mythe fondateur. Les livres, les informations, les notions relatives à un autre temps sont strictement filtrées, contrôlées et rendues désuètes. Le passé représente un véritable danger pour l'ordre établi, par la curiosité portant sur un autre monde possible et par les questionnements qu'il pourrait faire surgir quant à la légitimité de l'actuel. La réinitialisation a été profonde. Le modèle familial traditionnel tel que nous pouvons encore le connaître, avec des relations naturelles entre les êtres, a définitivement été éradiqué. Les mots père et mère sont un lointain souvenir et résonnent ici comme un langage injurieux. L'État a remplacé la famille, il se pare des rôles de conception,
d'éducation, de socialisation et gère tous les aspects de la vie de ces individus, de la naissance à la mort. Le conditionnement des êtres débute bien en amont. Les individus sont déterminés génétiquement en laboratoire et viennent au monde après s'être développés dans des utérus artificiels. Ces nouveaux modèles d'humains transformés et produits en série sont prédestinés à intégrer différentes formes de castes allant de l'alpha jusqu'à l'epsilon. Ceux des castes supérieures conçus à partir de matériel génétique avantageux forment l'élite dirigeante et occupent les fonctions importantes. Ceux des castes inférieures, subissant un traitement défavorable durant l'incubation pour limiter leur développement intellectuel, effectuent quant à eux les tâches manuelles de base nécessitant le moins de compétences. Durant l'existence, chaque occupant bénéficie d'un conditionnement approprié à sa caste, de sorte que l'individu adhère en toute confiance à la fonction qu'il exerce, et qu'il en soit profondément satisfait. Les epsilons sont par exemple conditionnés à aimer la chaleur afin qu'ils puissent se plaire dans les métiers de la fonderie. Globalement, les castes inférieures sont constituées de telle sorte qu'elles ne puissent ni apprécier la beauté, ni produire de raisonnement construit, cela dans le but de rendre les tâches ingrates et monotones plus supportables et de s'en satisfaire. Le conditionnement se poursuit durant la vie de l'individu par des messages inséminés durant le sommeil, par des slogans répétitifs, par une éducation spécifique, préparant les enfants à adopter les croyances et les comportements appropriés, de façon à produire des individus correspondant aux besoins de la société et à maintenir la stabilité de l'ordre établi. Le système totalitaire offre, en contrepartie à ces sujets, des divertissements, du consumérisme, des plaisirs charnels éphémères, garantissant l'assouvissement des désirs immédiats. La satisfaction d'envies primaires permet d'étouffer les questionnements complexes et les aspirations plus profondes. Citation d'Aldous Huxley : « Le meilleur moyen de détruire l'amour de la liberté chez un homme est de lui donner une complète satisfaction dans tous ses besoins. » Donc ça, c'est une citation d'Aldous Huxley. Je reprends la lecture. Les enfants sont initiés très jeunes au désir charnel, en pratiquant par exemple des jeux à caractère sexuel. Le sexe libre est la norme. Les individus sont astreints à avoir des partenaires multiples dans des relations dépourvues d'attachement amoureux et d'engagement. Les relations durables sont formellement interdites afin d'échapper aux sentiments tels que la jalousie, la possessivité ou l'amour. Le soma, sorte de pilule du bonheur sans effet secondaire, est distribué gratuitement par l'autorité. Ce sédatif sert d'agent calmant pour recourir aux sentiments de malaise, de stress qu'inflige le monde perfectionné. Il agit encore comme moyen d'évasion artificielle, apaisant l'angoisse de l'enfermement psychique. Il étouffe en complément des autres distractions l'inévitable survenue de questions existentielles. Dans ces conditions, difficile d'échapper au seul monde possible, au meilleur modèle concevable dans l'esprit conditionné à ne pouvoir envisager une existence alternative. Il existe cependant à l'extérieur de la société surdéveloppée des réserves, des îlots où survivent des tribus de sauvages. Ces derniers vivent dans la nature, dans des communautés autosuffisantes dans lesquelles subsistent des traditions anciennes, des croyances religieuses, des rites, des coutumes, des liens familiaux. Les sauvages sont habités par des émotions complexes. Ils connaissent la joie et le chagrin, la vie naturelle et la maladie. Les réserves servent de zoo au monde civilisé. Il est organisé des visites touristiques bien encadrées par l'autorité, permettant d'en démontrer la primitivité et renforcer l'idée du bien fondé du monde sophistiqué. Deuxième partie, le bouillon de culture de la famille Huxley.
Avant d'aller un peu plus loin dans l'analyse, on peut trouver des éléments importants, des clés de compréhension de cette œuvre dystopique, visionnaire, en s'intéressant à la vie de l'auteur. Ce dernier n'était en effet pas simplement un romancier de science-fiction à l'imagination débordante. Le récit qui nous est conté dans son livre pourrait bien être avant tout la retranscription du paradigme et des projections des milieux élitistes anglo-saxons qu'il fréquentait. Aldous Huxley était un écrivain de talent, romancier et philosophe né en 1894 au Royaume-Uni. Il était issu d'une famille déjà bien intégrée dans les cercles intellectuels et scientifiques de son époque. Son grand-père, Thomas Henry Huxley, surnommé le Bulldog de Darwin, était un éminent biologiste et un ardent défenseur et propagateur de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Son frère aîné, Julian Huxley, était un biologiste et écrivain de renom, ayant écrit sur l'évolution et l'ethnologie. C'est lui qui a popularisé le terme transhumanisme, inspirant de nombreux courants de pensée sur la possibilité de repousser les limitations humaines. Ce dernier fut encore l'un des fondateurs de l'UNESCO, branche de l'éducation, de la science et de la culture des Nations Unies. Son demi-frère Andrew Huxley, neurobiologiste, physiologiste et biophysicien, fut quant à lui prix Nobel de physiologie médecine en 1963 pour ses recherches sur les terminaisons nerveuses. La famille Huxley était donc constituée de sommités dans leurs domaines respectifs, contribuant à façonner la pensée et la compréhension du monde d'Aldous Huxley. Après avoir fait ses études dans la prestigieuse Université d'Oxford, il fréquenta l'intelligentsia européenne et des cercles de réflexion comme les Apostles, excusez mon accent, considérés comme une société secrète et intellectuelle de l'université de Cambridge, et le Bloomsbury Group, où il côtoyait des personnages tels que D.H. Lawrence, Virginia Woolf ou encore le célèbre économiste Keynes. Ce dernier jouera notamment un rôle essentiel dans la mise en place des institutions de Bretton Woods, désignant les grandes lignes du système financier international. Troisième partie, le contexte des années 30. Après avoir passé en revue les cercles intellectuels, culturels et familiales dans lesquels Huxley a pu évoluer, il faut encore rappeler que le roman fut publié en 1932 dans une période d'incertitude généralisée où les crises et les tensions eurent un impact mondial. Période de l'entre-deux-guerres voyant la montée des idéologies totalitaires et de la Grande Dépression minant l'économie mondiale. Ce temps fut également celui de l'avènement du progrès scientifique et technologique, où de sérieuses questions d'éthique commençaient à se poser, notamment avec les expériences menées dans le domaine de la génétique, en étroite relation avec la question eugénique. L'industrie se développait à grande vitesse et prenait pour modèle la production de masse et de mécanisation de la société. La radio et le cinéma étaient en plein essor. Les travaux sur le conditionnement passionnaient la psychologie, après la sortie en 1927 de l'ouvrage de Pavlov sur les réflexes conditionnés. C'est dans ce contexte général que naît Le meilleur des mondes, aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de science-fiction. Aldous Huxley semble émettre avec ce roman d'anticipation une critique satirique des tendances politiques, sociales, technologiques et scientifiques de son époque, tendances qu'il pouvait être amené à observer et à débattre lui-même par les milieux élitistes qu'il fréquentait. Il émet ici à partir de ses observations une importante mise en garde sur la dangereuse réunion du pouvoir, du progrès technique et de l'utopie qui habitent des personnages ayant les moyens de leurs ambitions. 30 ans après la parution de son livre, dans un discours prononcé le 20 mars 1962 à l'Université de Californie à Berkeley, Aldous Huxley déclara, j'ouvre les guillemets, « Il me semble que la nature de la révolution ultime à laquelle nous sommes maintenant confrontés est précisément celle-ci.
et nous sommes en train de développer toute une série de techniques qui permettront à l'oligarchie contrôlante, qui a toujours existé et qui existera toujours, d'amener les gens à aimer leur servitude. Je referme les guillemets. Huxley ne parle pas d'une société qui serait arrivée jusque-là d'elle-même par enchantement, encore moins par le vote des inutiles, des sans-dents, de ceux qui ne sont rien, mais bien par une volonté pensée et contrôlée de différentes sphères de pouvoir d'avancer vers ce monde unifié, utopique pour l'hyperclasse et dystopique pour les inutiles. On peut encore mettre cette déclaration en corrélation avec celle d'Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, qui dans son livre Propaganda, Comment manipuler l'opinion en démocratie, paru en 1928, époque de parution du Meilleur des mondes, écrivit, j'ouvre les guillemets, « Oui, des dirigeants invisibles contrôlent les destinées de millions d'êtres humains. Généralement, on ne réalise pas à quel point les déclarations et les actions de ceux qui occupent le devant de la scène leur sont dictées par d'habiles personnages agissant en coulisses. Plus important encore, nous ne réalisons pas non plus à quel point ces autorités façonnent à leur guise nos pensées et nos comportements. Dans maint domaine de la vie quotidienne, où nous croyons disposer de notre libre arbitre, nous obéissons à des dictateurs redoutables. » Je referme les guillemets. Se dresse alors devant nos yeux l'inévitable parallèle avec le discours réformiste et mondialiste de nos pseudo-élites actuelles, souvent héritières génétiques ou philosophiques des générations antérieures, qu'elles soient intellectuelles, politiques, industrielles et financières, toutes fréquentent des formes de think tank, comme le Forum économique mondial de Davos. Elles prônent notamment aujourd'hui, à travers ce groupe de réflexion, la grande réinitialisation du système. Elles proposent même des Global Goals pour atteindre l'une des étapes de leur utopie. Quatrième partie, très brève celle-là, parce que j'ai dû cutter un peu dans le texte, parce que ça devenait un peu redondant. Les principaux thèmes du roman. Rappelons les principaux thèmes abordés par le roman. Premièrement, l'établissement d'un système totalitaire mondial utilisant la servitude volontaire par l'assouvissement des désirs immédiats plutôt que la contrainte par la force brutale. Deuxièmement, les dangers du progrès technologique et scientifique se retournant contre l'humain au lieu de le servir. Troisièmement, l'obsession du contrôle par l'ingénierie sociale et le conditionnement humain en vue d'une stabilité de l'ordre établi au détriment des libertés fondamentales. Quatrièmement, perte de l'individualité et de ce qui fait la complexité humaine. Cinquièmement, la perte de la liberté individuelle au profit d'un prétendu bonheur de la collectivité. Sixièmement, les limites éthiques et morales d'un gouvernement et du progressisme. Cinquième partie, vivons-nous le meilleur des mondes? La société dystopique décrite dans Le meilleur des mondes présente quelques similitudes parfois troublantes avec le développement que connurent les sociétés des années 30 à nos jours. En voici quelques exemples. Premièrement, une forme de gouvernance internationale. Si le monde n'est pas dirigé expressément par un État mondial, les grandes décisions n'en sont pas moins orientées par des institutions internationales, ONU, UE. L'ONU est fondée en 1945 dans le but de promouvoir la paix, la sécurité, le développement social, les droits de l'homme et le développement économique. On y retrouve parmi ces organes une assemblée générale donnant une voix à chaque État pour voter les résolutions sur des questions telles que les droits de l'homme, le développement durable, etc. On y retrouve également un conseil de sécurité, responsable du maintien de la paix, ou encore une cour de justice internationale, etc. On peut également constater que parmi les 193 États membres figurent des États tels que la Chine, la Russie ou encore la Corée du Nord,
pourtant présentés comme des opposants au mondialisme, entre parenthèses, dirigés par les pays de l'Ouest. Peut-on faire plus mondialiste que l'Organisation des Nations Unies ? Parmi les institutions spécialisées de l'ONU, on retrouve notamment l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou encore l'UNESCO, dont il a été déjà question en évoquant la fratrie Huxley. L'ONU est financée par les États membres et par des donateurs via des fondations. Le site du siège des Nations Unies est par exemple un don du célèbre milliardaire John D. Rockefeller. En France, Jacques Attali, écrivain et ancien conseiller spécial du président François Mitterrand, a multiplié ces dernières années des sorties médiatiques pronostiquant pour le futur la mise en place d'un gouvernement mondial, tout en concédant lors d'une émission sur la chaîne télévisée Public Sénat que les institutions internationales en place à l'ONU étaient techniquement déjà prêtes à occuper ce rôle. Pour prendre un exemple concret de l'autorité informelle de l'ONU, rappelons-nous que lors de l'invraisemblable période du Covid, l'OMS, branche de santé de l'ONU, s'est imposée comme une référence en donnant ses directives politico-sanitaires parfois surréalistes aux États membres qui ont fini par les appliquer à la lettre. La gouvernance globale peut encore être présentée sous la forme de l'Union européenne, qui est quant à elle une sorte de prototype où les États signataires, gérés comme des provinces, comme c'est le cas dans le roman, cèdent une partie de leur souveraineté à une institution supranationale pour prendre des décisions collectives et surtout pour appliquer collectivement des décisions qui semblent dictées. José Barroso, ancien président de la Commission européenne, déclara par exemple lors d'une de ses allocutions que l'Union européenne n'était qu'une étape pour atteindre à terme un mode de gouvernance globale. Deuxièmement, l'uniformisation. Dans le meilleur des mondes de Huxley, pour atteindre une certaine conformité à l'ordre établi, toute diversité est éliminée. On assiste globalement depuis des décennies à l'uniformisation de nos sociétés et de nos comportements. Uniformisation des systèmes politiques où les États sont gérés comme des provinces d'institutions supranationales, comme nous venons de le voir. Uniformisation culturelle du mode de vie et des comportements. Le citoyen du monde vivant en Australie, au Brésil ou en Lituanie boit Coca-Cola, mange McDonald's, regarde Netflix, se meuble chez Ikea, écoute de la variété internationale du moment, s'habille chez Nike ou chez Zara, se connecte à ses réseaux sociaux, se réveille et s'endort en consultant son smartphone. Ce citoyen produit en série se conforme aux nouvelles normes culturelles imposées par la doxa mondialisée et propagées par les réseaux, par les stars, par la communication des grandes marques, par les programmes des plateformes de streaming, par les médias de masse et par les discours politiques, etc. On pourrait encore joindre à cette idée d'uniformisation ce qu'on appelle le multiculturalisme, également promu par la pensée dominante. Dans le roman, les patronymes mélangés comme Mustapha Meunier suggèrent l'intégration et le métissage entre populations au sein d'une même société. Mustapha Meunier symbolise la dissolution des deux cultures d'origine, plutôt qu'une richesse culturelle additionnée, au profit de l'idéologie unique de la société mondialisée. Troisièmement, le contrôle par la technologie. Le roman explore les conséquences de la manipulation génétique pour créer des êtres humains parfaits et conformes aux castes prédéfinis. Aujourd'hui, avec les avancées en matière de CRISPR, CRISPR, et autres technologies génétiques, ce n'est plus purement de la science-fiction. Des bébés génétiquement modifiés ont déjà été créés en Chine, soulevant d'importantes questions éthiques. La Chine pourrait d'ailleurs être considérée aujourd'hui comme une sorte de laboratoire mondial de contrôle social par des moyens technologiques. Le modèle de crédit social déjà bien installé repose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et du big data
pour surveiller et noter ses citoyens. Le système a notamment recours à la reconnaissance faciale, distribue les bons et mauvais points en fonction des comportements, autorise ou refuse l'accès à la vie en société via des applications et autres QR codes. Cela rappelle inévitablement une fois de plus la période Covid où les bons citoyens, conformes aux exigences de l'autorité, présentaient leur passe sous forme de QR code pour pouvoir accéder à la vie en société. Les mauvais citoyens étaient quant à eux exclus et marginalisés. D'après le film documentaire d'Arte Tous surveillés, sorti en 2020, la France et de nombreux pays dans le monde auraient déjà passé commande à la Chine pour son modèle de crédit social. On peut s'attendre pour les années à venir, similairement au meilleur des mondes, nous en voyons incontestablement les prémices, à entrer dans une société entièrement contrôlée par la technologie. Quatrième point, le conditionnement et la manipulation psychologique. La manipulation psychologique est, nous l'avons vu, un des thèmes centraux du livre, et notre époque nous offre bien des similitudes et des exemples manifestes de cet ordre. Le conditionnement à la pensée unique, nous l'avons déjà évoqué, est omniprésent. Le monde globalisé nous impose ses standards et fournit son prêt-à-penser en kit auquel il convient de se conformer. Le simple fait de se questionner, de douter, de remettre en question la vérité politico-scientifique du moment peut vous exposer à la censure, puis à la mort sociale. Les messages publicitaires et les messages quasi subliminaux des séries des plateformes de streaming disséminant de nouveaux codes culturels, les faits pseudo-scientifiques ayant valeur d'autorité relayés par les médias de masse ressemblent sensiblement aux messages hypnopédiques du roman. La gouvernance par la peur utilise quant à elle des menaces fictives ou réelles pour imposer de nouvelles mesures qui auraient été impensables sans le brandissement du danger. Le confinement, la mise en place d'un pass sanitaire n'aura été possible que par la présentation d'un virus extrêmement mortel menaçant de décimer la population. Dans le roman, la menace de la résurgence de l'ancien monde et de son lot de calamités persuade les citoyens du bien fondé de leur conformisme. Le contrôle de l'information, sa distorsion, le fait de mettre en lumière certains faits, d'en éclipser d'autres, conditionne les pensées, les comportements à se conformer à une vérité partielle. Les différents médias se comportent plutôt comme des prolongements du discours des puissances politiques en vigueur et comme diffuseurs de la pensée à devoir adopter que comme un contre-pouvoir. Il suffit de se rendre compte que les différents grands médias privés appartiennent tous à des milliardaires ayant des intérêts communs et fréquentant les mêmes cercles oligarchiques. Le métier de journaliste se réduit aujourd'hui à copier-coller des dépêches AFP. Le conditionnement des classes inférieures dans le roman se caractérise notamment par le mépris de la beauté et de la connaissance. On peut s'apercevoir aujourd'hui avec aisance de la chute du niveau scolaire, culturel et du langage. Abreuvés de télé-réalité, de talk-show, de rap, de séries et de consumérisme, les enfants de notre temps ne peuvent espérer récolter autre chose que de la vulgarité et la complaisance dans la bêtise. Évidemment, ce sort n'est pas réservé exclusivement aux basses classes de la société, mais il est tout de même pensé pour la masse, ce qui revient exactement au même. Le conditionnement, c'est encore faire accepter à ces sujets des idées contre nature. On peut s'apercevoir de la volonté, subtile il y a encore quelques années et grossière ces temps-ci, d'ingérence dans les mœurs les plus intimes des citoyens, réceptifs à la suggestion. De la sursexualisation générale dans les films, dans la pub, à l'éducation sexuelle des jeunes enfants, de la question du genre ou encore de la lente disparition du modèle familial classique au point de faire progressivement disparaître les mots père et mère, l'exigence d'un changement de paradigme se dévoile à qui est encore capable de simples observations. Cinquième point, la servitude volontaire. La dystopie d'Huxley se démarque d'autres formes totalitaires utilisant la force brutale par le fait
qu'elle s'appuie sur la servitude volontaire. Cette dernière est rendue possible par l'aveuglement du citoyen des barrières qui l'entourent et de la satisfaction de sa condition. Aveuglement par le conditionnement génétique et psychologique et satisfaction induite par l'assouvissement de ses désirs primaires et par la prise de psychotropes. Le sacrifice de sa liberté au profit de questions de sécurité, terrorisme et état d'urgence, de santé, Covid et confinement pass sanitaire, climatique, demain le pass carbone, le sacrifice de son libre arbitre au profit du conformisme à la pensée dominante représentent tous des formes avancées de servitude volontaire. On pourrait encore ajouter à tout cela comme exemple la surmédicalisation de la vie en considérant la surconsommation d'antidépresseurs, de médicaments, l'invention de nouvelles maladies comme l'hyperactivité, la médicalisation de la grossesse, etc. La superficialité des relations humaines, reflétant les interactions et relations éphémères apportées par les réseaux sociaux, l'omniprésence du consumérisme, du divertissement, de la distraction en continu comme le binge-watching de Netflix ou les vidéos TikTok qui viennent combler une absence de profondeur et aspirer le reste d'attention vagabonde des citoyens essorés. 5e partie, il me semble, ou 6e, peu importe, dernière remarque et conclusion. Finalement, après s'être intéressé à ces quelques considérations, on peut dire sans trop d'hésitation que ce meilleur des mondes, nous le connaissons déjà. Pas dans son aboutissement évidemment, mais dans son processus, dans une étape de son indéfini développement. Une utopie ne peut d'ailleurs jamais aboutir car elle n'est au fond rien d'autre qu'une illusion, une fantaisie sophistiquée sortie des projections de quelques-uns qui conçoivent le monde à partir d'un point de départ erroné. La vision utopiste cherche une alternative au modèle de société existant en projetant une version idéale de celui-ci, dans le futur et ici-bas. Pour progresser vers le monde parfait, il faut nécessairement avancer par étapes en réformant, en détruisant souvent les fondations de l'ancien. Les utopistes cherchent à maîtriser l'ordre naturel par des moyens artificiels. Ils ambitionnent de supprimer la bestialité, la maladie, la vieillesse, la mort, l'imprévisibilité. Ils aspirent à changer le monde, à le maîtriser, en se parant d'outils politiques, techniques, scientifiques, philosophiques, juridiques, etc. Mais le monde est imparfait et imprévisible pour nous par définition. La perfection n'est pas de ce monde. Il obéit à des lois, à des principes qui prennent racine dans l'immuable. Les utopistes sont des humanistes. Ils rompent la transmission des principes immémoriaux suprahumains et projettent de nouveaux idéaux, fruits du raisonnement humain. Or, prendre le raisonnement pour unique référence, c'est prendre la réfraction pour point de départ. L'utopie humaniste revient à voyager dans un véhicule de course avec un GPS défectueux, indiquant une route où il n'y en a point. Plus le bolide est perfectionné et rapide, plus violent sera le choc dans le fossé. Citation de Platon dans La République, « La cité ne peut jamais être heureuse autrement à moins d'être dessinée par les peintres qui suivent l'original divin. » Fin de la citation. Si l'homme a effectivement ici-bas à dompter la partie bestiale en lui, cela ne peut se faire par le moyen d'un surdéveloppement civilisationnel, ni par des moyens artificiels qui lui sont inhérents, tels la modification génétique, le contrôle mental ou encore la prise de psychotropes. Ces procédés conduisent inévitablement à la déshumanisation. Le civilisé moderne, l'homme domestiqué, est un peu le croisement entre le singe et l'ordinateur, l'élan vital apprivoisé par la récompense et l'accès à l'intellect rompu. Il ne lui reste que la capacité à se perdre dans les méandres de raisonnements horizontaux, pour les plus instruits. Ayant perdu le sens du sacré, il se coupe volontiers de toute ascension verticale, nécessaire à l'équilibre de l'être, le privant de la sorte de tout accès à la profondeur du centre.
La maîtrise de l'âme vitale est prescrite dans toutes les sociétés traditionnelles par un travail intérieur, par une discipline, non par l'assouvissement inconsidéré de tout désir qui vient se présenter. Le but de la vie humaine n'est dans cette optique pas non plus le développement de l'ego et d'une meilleure version de soi-même. La perspective traditionnelle mène au dépassement de l'homme vers le salut ou la délivrance. Elle vise un paradis céleste. L'utopie humaniste, quant à elle, vise le développement artificiel de l'homme dans un idéal terrestre. Les sociétés simples et élémentaires attachées à un ordre supérieur produisent des êtres riches intérieurement, quand les sociétés sophistiquées et complexes produisent des âmes appauvries sans profondeur. Il semblerait que nous n'ayons aujourd'hui d'autre choix que de vivre dans cet univers carcéral décoré de papiers de fête, de cages dorées dans lesquelles nous sommes nés et dans lesquelles nos ailes se sont atrophiées. Des sociétés modernes, mondialisées, où les métropoles sophistiquées grignotent les campagnes par la construction de grands ensembles interconnectés et où l'idéologie dominante vise la destruction psychique de ses administrés. Les sociétés traditionnelles, quant à elles, se sont depuis fort longtemps rigidifiées au point de n'être plus que des vestiges que l'esprit a quittés. Où que l'on veuille bien regarder, à défaut de sages, il ne reste que les fous. Il reste fort heureusement encore des réserves ici ou ailleurs, et elles ont intérêt à demeurer bien cachées. Elles se retrouvent notamment dans l'exil intérieur et dans la façon d'échapper aux mailles du filet. Pour se détacher d'une trop grande emprise du monde, il vaut mieux voyager léger, se délester de ses illusions, de ses ambitions, prendre le maquis à l'extérieur et se retirer dans le cœur à l'intérieur. Voilà, fin de cette lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez évidemment réussi à tenir jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture, pour un prochain audio, pour un prochain post dans l'onglet communauté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver cet article en intégralité via un lien Google Drive ou OneDrive, je ne sais plus trop. C'est la façon que j'ai trouvée pour le diffuser. Je vous remercie une fois de plus, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao.